Je vous adresse donc d'abord pour commencer le premier message de Christian Bataille. C'est très court, il s'adresse aussi à vous. Je suis malheureusement retenu par la campagne des élections départementales dans ma circonscription et ne pourrai être des vôtres ce samedi 14 lors du colloque l'après-janvier, plus que jamais, la République laïque. Je veux néanmoins assurer toute mon attention aux propos qui seront tenus lors de cette journée. La suite de ce message n'est pas anodine. Les républicains laïcs ont besoin de se mobiliser et d'utiliser tous les arguments pour convaincre nos dirigeants qui prennent parfois des décisions tout à fait contestables. Signé Christian Bataille, député de la majorité. Vive la République laïque, conclut-il son message. Ce colloque s'inscrit donc à un moment où nous devions traiter d'un autre sujet. Vous savez, certains d'entre vous étaient déjà là, nous avons le 22 novembre traité de la laïcité en entreprise. Notre programme de travail de l'année était simple, la laïcité partout. Donc nous avons d'abord travaillé sur la laïcité est-elle appliquée dans le secteur public, parce que la loi de 1905, la loi de séparation, est une loi qui ne s'intéresse qu'au secteur public. Est-elle bien appliquée ou ne l'est-elle pas à l'école, dans les hôpitaux, dans la police, dans la magistrature? Nous avons notamment, avec M. le Président de l'Observatoire de la laïcité, des appréciations pour le moins nuancées sur le sujet. Je suis de ceux qui pensent en effet qu'il y a des problèmes et qu'il faut les régler. Je suis de ceux qui disent que ne pas les poser, pratiquer le déni, c'est demain faire le lit du Front National, car la nature a horreur du vide, il y a des problèmes, il faut les traiter. L'argument que nous avons en retour, c'est que nous sommes des racistes et des islamophobes, car pour certains, la laïcité, c'est bien quand il s'agit de l'Église, quoique, pas pour tout le monde, mais c'est pas bien lorsqu'il s'agit d'autres communautés de la population. Vous savez que la gauche et la droite sont divisées. Nous avions donc décidé au Comité de laïcité République de traiter ces questions, d'abord le service public, et nous l'avons fait. Ensuite, les secteurs où la question du communautarisme se pose et où la loi ne dit rien. C'est la question des crèches. Je salue Natalia Baleato, la courageuse éventuellement nous avez tout atlantique, c'est la crèche qui a été le symbole d'un combat pour que nous puissions avoir en France des crèches sur financement public qui soient laïques et non pas traitées de discriminatoires. Et nous avons eu du mal à mobiliser notamment les forces de gauche. Enfin, on n'a pas mobilisé les forces de droite pour autant, il n'y a pas d'illusion, nous n'avions pas de grande attente. Mais nous attendions une plus forte mobilisation des forces de gauche et je veux rendre hommage, en tout cas, à deux des plus fidèles compagnons de Natalia et de la crèche, ont été Elisabeth Badinter, qui vous transmet ses salutations, et Manuel Valls, notre Premier ministre, qui a été présent et très actif sur le combat de Babilou. Alors, Babilou est intéressant pour nous, parce que les plus hautes instances juridictionnelles du pays ont tranché, mais elles ont tranché comme on le fait en France, ça tranche le cas de Babilou, mais ça ne tranche pas réellement, définitivement, au fond, la question. Et donc, nous étions de ceux qui estimaient que, à défaut d'autres solutions, il faudrait légiférer. Donc, nous avons traité de ce sujet, nous avons souhaité qu'on avance sur ces questions. Que fait-on pour que la laïcité respire dans les crèches, dans les entreprises privées? Et nous avons tenu ici, c'était le 22 novembre, un colloque, avec notamment le PDG, Jean-Luc Petit-Guenin, PDG de la société Paprec, qui nous expliquait des problèmes, qui ne sont pas que des problèmes. Je voudrais pouvoir manger du halal à la cantine, sans aucun problème quand on est chez Renault. Par contre, il y a des problèmes qui se posent dans des petites entreprises quand des hommes refusent d'avoir une femme comme chef de service. Donc, nous voulons traiter ces sujets. Madame Laurence Parisot était là, ancienne responsable du MEDEF. Nous avons voulu poser ces questions. Et nous avons, il y a quelques jours d'ailleurs, le Comité de laïcité République, sur la base de ces travaux, nous avons lancé une adresse à tous les parlementaires, leur demandant de s'auto-saisir du sujet, puisque, commentaire personnel, l'Observatoire ne peut pas s'en servir ou constate qu'il n'y a paraît-il pas de problème, et que nous constatons qu'il y en a, nous souhaitons que le Parlement se saisisse du problème et voit si on peut
porter une solution qui peut être de nature réglementaire. Monsieur Petit-Huguenin-Paprec a fait voter par le personnel une charte de la neutralité et de la laïcité. Simplement, nous sommes quelques-uns à avoir consulté des éminents juristes et qui nous disent s'il y a une seule contestation, ça n'aura pas de valeur juridique. Donc, faut-il aller plus loin? Faut-il modifier le code du travail? Faut-il légiférer? Certains nous traitent, à l'ultra-gauche, on nous traite d'antisociaux, d'agents stipendiés du capitalisme, on s'en prend aux intérêts des travailleurs dans l'entreprise, on commence par vouloir empêcher les musulmans de s'exprimer, demain on s'en prendra au discours syndical. Enfin, vous imaginez toutes les niaiseries qui peuvent se répandre. Le débat existe, nous l'avons saisi et nous souhaitons que les parlementaires s'en saisissent. Faut-il encore que les uns et les autres ne basculent pas simplement dans le marketing politique et qu'en cherchant ici le vote juif, ici le vote musulman, ici le vote noir, ici le vote jaune, on finisse par ne jamais prendre de décision qui risquerait de déplaire à une partie de telle ou telle communauté. Bref, nous avons fait ces colloques et nous en ferons un autre le 30 mai, samedi 30 mai prochain, ici même sur l'université. Pourquoi? Parce que la question se pose de la laïcité dans l'enseignement supérieur université. Et je salue, il s'exprimera tout à l'heure, Samuel Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis, qui a courageusement eu à affronter des associations islamistes en voulant faire respecter les principes de la laïcité dans un IUT. Alors certes, la loi ne prévoit pas aujourd'hui que les lois qui s'appliquent à l'école primaire notamment puissent s'appliquer à l'enseignement supérieur. C'est un vrai sujet et nous le poserons. Et donc Samuel, dans ce combat, j'ajoute que ce n'est pas de la plaisanterie, il a été agressé physiquement un soir dans la rue à Paris, donc il y a de la violence et vous verrez, tout à l'heure je l'évoquerai, la violence la plus barbare est aussi très proche de nous en ce moment. Donc, nous en parlons. Voilà les activités, mais on s'est dit au comité de laïcité publique, on s'est dit qu'après les attentats barbares du 9 janvier, nous ne pouvions pas nous occuper simplement d'universités et des entreprises, mais il faut nous intéresser de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé au mois de janvier, c'est que des policiers ont été tués en tant que policiers, que des juifs ont été tués parce qu'ils étaient juifs, et que des journalistes ont été tués, pas seulement parce qu'ils étaient journalistes, contrairement à ce qu'ont bêlé certains journalistes. On n'a pas tué des journalistes d'une gazette littéraire. On a tué des journalistes, ceux-là même qui défendent la liberté de conscience, le droit au blasphème et critiquent la religion. C'est-à-dire qu'on a attaqué les Lumières. C'est-à-dire qu'on a voulu s'en prendre symboliquement à Diderot, à Voltaire, à Condorcet, à ceux qui fondent encore aujourd'hui notre éthique d'un réel vivre ensemble. Et donc, dans un premier temps, je pense que comme vous, nous avons pris, après la peine, et plus que la peine, car un certain nombre d'entre vous savent les liens historiques amicaux qui me liaient personnellement à Charb, qui avait bien voulu faire la couverture de mon dernier bouquin, mais aussi à toute l'équipe de Charlie, le comité de laïcité publique et Charlie. Il y a 25 ans, nous avions lancé à l'époque une campagne demandant l'interdiction du Front National comme parti raciste. Et on nous avait dit, ouais, vous jouez à vous faire peur, c'est rien du tout, on s'en servira électoralement. À l'époque, on aurait pu, comme on avait fait interdire Ordre Nouveau ou Occitan d'autres moments, ça nous avait été refusé. Mais c'est avec Charlie que nous avions l'habitude de ces combats. Et donc, au-delà de cette peine, nous avons, je crois comme vous, vécu cette formidable mobilisation, ce sursaut populaire, ce sursaut fraternel du peuple parisien et à travers la France, qui disait, et qui spontanément disait nous sommes Charlie. Mais en disant nous sommes Charlie, c'était pas le message qui a été souvent dénaturé, c'était nous sommes les défenseurs de la République, nous sommes aujourd'hui les défenseurs des Lumières. Le président de la République est monté en ligne. Le Premier ministre, dans un discours historique dans cette Assemblée, a prononcé 7 fois le mot laïcité, a bien montré que nous n'étions pas simplement dans un acte de guerre, mais dans une manifestation de la barbarie. De la même façon que les camps de concentration n'étaient pas un acte de guerre, mais un acte de barbarie, de la même façon, les attentats de janvier ne sont pas une réponse acte de guerre à d'autres actes de guerre. Ils s'inscrivent comme une manifestation de la barbarie
qui s'attaque au cœur de ce que nous avons de démocratie et de tradition de liberté de conscience. Alors on a eu ces premières réactions, puis comme moi, vous avez aussi, je pense, été ému par cette Assemblée nationale, pour la première fois depuis 1919, debout, à l'unisson, notamment la Marseillaise. Moi, ça m'a touché. Et je pense que vous aussi. Et on s'est dit, il s'est passé quelque chose. Et puis des mesures ont été annoncées, d'abord en matière de sécurité et de renseignement. Et bien que la gauche n'ait pas une tradition d'avoir été forcément toujours d'avant-garde sur les questions de renseignement et de sécurité, même si Jean-Pierre Chevènement, que nous recevons cet après-midi, assez tôt nous avait alerté sur les dimensions de ces questions, ces mesures étaient nécessaires, elles sont importantes, et on sait en ce moment même, hein, le point, il y a ici des officiers de sécurité, on sait l'importance, et je rends hommage à leur travail, parce que c'est eux qui sont en première ligne pour défendre la sécurité et la vie de quelques-uns et quelques-unes qui sont ici présentes, dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc il faut que nous soyons conscients que ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas l'image d'un pays lointain. Le Far West, il est là. Il est chez nous. Et les gens sont en ce moment menacés de mort, simplement, pour défendre des convictions qui sont ni de droite ni de gauche, là, qui sont viscéralement républicaines et laïques. Et c'est pour ça que vous êtes là. Parce que c'est sur cela qu'on échange d'abord, avant peut-être alors de nous empailler sur des mesures, des appréciations, des projets politiques. Il y a donc d'abord eu ce formidable mouvement. Et puis, on a senti au bout de quelques jours qu'il s'était passé quelque chose d'autre. On a appris que dans certaines écoles, la minute de silence n'avait pas été respectée. Oh, 3 ou 4 écoles, nous a-t-on dit au début. 3 ou 4 classes. Et puis, au bout de quelques jours, elle a dit quelques dizaines d'écoles. Et puis, la ministre a bien voulu nous dire récemment, lors d'une rencontre avec Jean Glaveny, Martine Serre et moi-même, la ministre nous dit oui, il y a plusieurs dizaines de cas. Eh oui, mais il paraît qu'il y a même des quartiers où on s'est enflammé de bonheur, où on a dansé, on a fêté. C'est manifester quelque chose, cette poussière qu'on mettait sous le tapis depuis un certain moment, des maîtres eux-mêmes ont refusé de faire cette minute de silence, montrant que le mal était beaucoup plus profond qu'on a bien voulu le dire. Il y a eu un rapport en 2004, le rapport Aubin, publié notamment grâce à Alain Sexy, qui s'exprima tout à l'heure, que je salue, qui a présidé la mission laïcité du HCI. C'était un rapport piloté par une douzaine d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale, que vous pouvez trouver sur le site internet, et qui faisait l'état de ces territoires perdus de la République. Des écoles où les communautés sont séparées, où à la cantine il y a des tas pour musulmans, pour juifs et pour noirs, ou ces écoles où il faut enlever les enfants juifs parce qu'ils sont menacés par d'autres enfants. Sous prétexte d'alimentation séparée, on finissait par avoir des dispenses de cours, à certains cours, pas seulement de gym, mais des cours de biologie, des cours d'histoire, d'histoire de la littérature. Bref, une communautarisation de l'école qu'il fallait taire, parce que tout ça c'est bien, tout ça c'est un mouvement progressiste, tout ça c'est la société multiculturelle qui se met en place. En fait, c'était une régression fondamentale des principes pour lesquels l'école était faite, et donc Charles Dutel nous dira un mot tout à l'heure. C'est tout cela qui rapidement s'est mis en place dans une sorte d'anti-Charlie, et dans un second temps, ça a pris une forme alors qui est apparue politiquement comme la forme d'une déchirure sociale, avec un mouvement qui s'est affirmé comme anti-Charlie, fier de l'être. On a entendu, ouais, Charlie Hebdo, c'était un peu de leur faute quand même. Ils sont allés un peu loin, ils n'auraient pas dû aller là. On a même entendu des grands humoristes de gauche dire qu'ils étaient allés trop loin, que ça ne se fait pas, qu'on n'aurait pas trop critiqué la religion, que la liberté c'est bien, il ne faut pas trop la mettre en pratique. Comme si on disait à une jeune femme qui vient se faire violer que finalement, elle l'avait cherché en portant une jupe un peu trop courte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas potentiellement, dans certains lieux, un désir sexuel exacerbé par une tenue vestimentaire courte dans des populations qui n'ont pas l'habitude de voir des femmes vivre pleinement leur liberté. Mais petit à petit, la démonstration est en train de se renverser. Et on a fini par voir monter véritablement un discours complotiste. On a commencé à lire sous la plume de certains intellectuels qu'après tout, l'attentat de Charlie Hebdo, c'était probablement les services israéliens, les services américains, que c'était des juifs qui étaient à la manœuvre, et que comme les tours de Manhattan, c'était pas sûr, qu'il fallait vérifier, on ne savait pas. Tariq Ramadan
qui avait été très ambivalent au moment de l'affaire des Tours, a continué à dire que il ne sait pas, mais tout propos mérite d'être vérifié. Et donc petit à petit, et c'est comme ça que s'instille le fascisme, petit à petit, on a installé un discours complotiste qui sous-entend toujours que les mêmes seraient à la manœuvre derrière. Et puis est apparu ouvertement le discours, nous accusant, nous laïcs, qui défendons Charlie, d'avoir voulu imposer un discours Charlie, d'imposer une laïcité qui n'engage pas tout le monde. Et ces gens-là nous traitent d'islamophobes, ces gens nous traitent de racistes, ces gens disent que nous sommes les principaux ennemis, ces gens considèrent que l'ensemble des musulmans qu'ils assimilent dans une communauté, que l'ensemble des musulmans, y compris les islamo-fascistes, seraient en quelque sorte les représentants d'une classe ouvrière perdue. Et je vois que l'ancien député communiste qui est là aura beaucoup à dire sur le sujet. Nous avons vu des gens comme Edoui Plenel expliquer sur des plateaux de télévision qu'après tout ça ne l'étonnait pas, que la laïcité était à l'origine du colonialisme, que la SFIO et les socialistes étaient les colonialistes et que c'était les catholiques de gauche qui avaient permis l'émergence des mouvements d'indépendance du tiers-monde et qu'aujourd'hui il fallait arrêter de faire la guerre aux religions et plutôt prendre la mesure du danger que représentent les laïcs. C'est M. Édouard Plenel, ancien directeur du Monde, patron de Mediapart. Je dis tout ça au début parce que pour dire pourquoi nous pensons qu'il faut réagir. Depuis longtemps, nous disions la confusion est dans les têtes. Et bien là, maintenant, c'est plus la confusion qui est dans les têtes. C'est un autre mot qui commence par M et qui est en 5 lettres. On est dans une situation catastrophique et qui pourrait très bien se traduire dans quelques jours par l'immense victoire du Front National. Car là où Houellebecq, dont je vous invite à lire le livre, qui est tout sauf un ouvrage de fascisme. Vous savez, Houellebecq, c'est comment ces petites compromissions arrivent petit à petit à ce que des musulmans qui se disent modérés, en alliance avec des progressistes, arrivent à faire une majorité et que la République française devient une République islamique modérée. C'est l'histoire de ce roman. Mais Houellebecq est un bon romancier, ce n'est pas un bon politique. Car le danger, ce n'est pas que la France devienne une République islamique, même si nous sommes sous la menace terroriste de l'islamisme. Le danger, c'est que la France devienne une république totalitaire fasciste. Car le vrai danger électoral à court terme, il est que de ne rien faire face à la montée du communautarisme, que de rien faire face à toutes les difficultés que nous rencontrons dans les écoles, dans le service public, dans la remise en cause de la loi égalitaire. Cela ne peut servir que le Front National, dans la mesure où en plus il a le culot de se présenter comme l'héritier de la laïcité. C'était l'ouvrage de mon dernier bouquin, ils ont volé la laïcité. Et ils se présentent d'autant plus volontiers comme les héritiers de la laïcité que la gauche, en tout cas une grande partie d'entre elles, a baissé la culotte sur le sujet et se revendique davantage du communautarisme que de la laïcité. Voilà un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. Il y a eu il y a quelques jours à Saint-Denis une grande réunion publique qui a fait salle comble, soixantaine d'associations, des partis politiques, dont le PCF, le MPA, les indigènes de la République et l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Et parmi les signataires de l'appel, ils l'ont retiré 2 jours avant, Europe Écologie Les Verts et d'autres associations. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une réunion qui prétendait défendre les musulmans contre des formes de racisme, mais qu'en fait, derrière le mot islamophobie, c'est une campagne politique anti-laïque et anti-républicaine. Mais vous voyez jusqu'où va la confusion qu'un grand parti, comme le Parti communiste, qui s'est référé à des idéologies laïques, on peut penser ce qu'on veut du PC non soviétique, que le PC en vienne à participer à une réunion de l'UOIF doit quand même nous interpeller. On a vu la confusion en quelques jours s'installer à droite. On a vu M. Sarkozy, M. Fillon, M. Apparu envisager une révision de la loi de 1905. C'est Sarkozy qui avait proposé de toiletter la loi de 1905. Mais on a vu malheureusement à gauche M. Doucet. On a vu Jack Lang. Jack Lang, l'homme qui avait déjà truandé la loi de 1905 en permettant de financer la construction de la cathédrale d'Évry. Eh bien le voilà qui, il y a quelques jours, à nouveau, réclame que l'on renégocie la loi de 1905 de façon à pouvoir financer la construction
des établissements religieux islamiques en France. C'est la proposition du TEI. Du TEI, c'est le délégué national laïcité du Parti socialiste. Il a sorti un communiqué qui est un tremblement de terre il y a 10 jours. Dans ce communiqué, le Parti socialiste, ce texte est signé notamment Jean-Louis Bianco et de 10 autres personnes. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose notamment, accrochez-vous bien, le développement des établissements privés sous contrat musulman. C'est-à-dire la gauche qui s'était battue contre la loi de Debré. La gauche qui s'était engagée dans la candidature de François Hollande à revenir sur la loi Carle, loi votée par M. Sarkozy, loi qui met à parité le financement public entre écoles publiques et écoles privées. En France, aujourd'hui, avec vos impôts, on finance à parité les écoles publiques et privées. En France républicaine. Et donc, cette proposition, maintenant, au lieu de défendre davantage l'intégration en renforçant les moyens du lycée, et que pour tous les enfants musulmans, deviennent des enfants comme tous les autres, des citoyens de la République, des citoyens en fraternité. Voilà que des leaders socialistes proposent qu'on mette en place des établissements sous contrat musulman. Bien sûr, les réactions n'ont pas tardé. J'ai vu des communiqués, y compris de l'Observatoire chrétien de la laïcité, l'Observatoire chrétien de la laïcité qui dénonce les propositions du PS, qui dit qu'il s'agit là de 2 siècles d'évolution culturelle, sociale et politique qui seront mises à néant. Je vais être trop long, je ne décline pas toutes ces positions. C'est une montée en ligne. C'est inquiétant parce que ce texte avait fait partie, ce communiqué en fait, avait été nourri d'un texte du Parti socialiste de janvier, qui est une contribution au futur congrès du Parti socialiste, dans lequel ces mesures avaient déjà été annoncées. Et personne n'avait réagi. Alors, ça suscite des réactions. Je peux vous annoncer qu'il y a des députés qui quittent le Parti socialiste et qui vont dans un autre parti, qu'il y a des délais que ça bouge partout, qu'il y a des sections qu'il faut du temps pour que tout cela se sache. On a demandé au moins que le PS fasse un démenti. Le délégué national ne veut pas le faire. Le Parti radical est monté en ligne. Le Parti radical, alors lui, est monté en ligne et a accusé le PS de trahir la République. Nous aurons cet après-midi le délégué national laïcité du Parti radical. Nous aurons des élus socialistes et nous leur demanderons de nous dire s'il s'agit de maladresse, mais qu'il serait temps que ceux qui exercent le pouvoir cessent d'aller de maladresse en maladresse, ou s'il s'agit de nous tester, ou s'il s'agit de petites manœuvres dans la perspective, comme l'avait dit la Fondation Terra Nova, think tank du Parti socialiste, s'il s'agit d'essayer de gagner, je cite, l'électorat musulman, comme si tous les musulmans votaient de la même façon. Mais comme si, de petite mesure en petite mesure, on allait essayer d'acheter l'électorat du PS. Il y a eu d'autres choses. Le débat a explosé sur les 3-4 derniers jours. Monsieur Jean-Louis Bianco, je le cite, a dit qu'il existait bien un a priori anti-musulman, y compris à gauche, ce qui est la façon de nous critiquer, Françoise Laborde, Jean Clavalier et moi-même notamment, au sein de l'Observatoire, faisant entendre une autre musique. Le président de la République lui-même a eu un mot malheureux lors d'une interview au Parisien, en disant que la République reconnaît tous les cultes. C'était une interview le 4 mars, alors que la République, l'article 2 de la loi de 1905, dit que la République ne reconnaît, ne finance ni ne subventionne aucun culte. Je pense que ce sont des propos maladroits qui voulaient dire qu'il n'y a que des enfants de la République, mais quand on bafouille à ce haut niveau de responsabilité, heureusement que le même François Hollande avait déclaré qu'on ne toucherait pas la loi de 1905, démontrant par là qu'il devait subir de lourdes pressions pour qu'on avance dans ce sens. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. J'ajoute que nous avons l'impression d'être sur tout point sur le reculoir. L'Assemblée nationale, il y a 48 heures, a voté un texte de loi dont nous attendions beaucoup sur le droit à mourir dans la dignité. La mobilisation la veille dans le journal Le Monde des religions monothéistes a fait en sorte que ce texte tout à fait insatisfaisant, puisqu'il s'agit tout simplement d'endormir, de donner les sédatifs suffisants pour que les gens s'endorment et de les laisser ensuite mourir de faim et de soif. L'hypocrisie fondamentale, l'interdiction prônée par les religions de permettre aux gens qui le souhaitent de mettre fin à leur vie dans des conditions décentes. Liberté qui se pratique en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, sans qu'il y ait particulièrement de problèmes spécifiques à citer. Et bien, sur ce sujet-là, alors cela a été annoncé dans le programme du président,
texte de loi qui est retenu, qui va être voté de façon définitive, marque des avancées, mais ne retient pas la mesure qui avait été annoncée. Et je veux rendre hommage à Touraine, le député socialiste, qui a défendu un amendement qui était soutenu par 122 députés socialistes et qu'il a été obligé de retirer au dernier instant. Donc nous sommes vraiment dans un contexte où les religions font peser aujourd'hui de tout leur poids leur pression, et il ne faut pas s'étonner que nous nous posions la question, et c'est le thème de ce colloque, au lendemain de ces barbares attentats de janvier, après le premier sursaut, nous avons le sentiment que les communautés religieuses, nous avons le sentiment que les communautaristes, non seulement ont repris du poil de la bête, mais pèsent sur le débat. Il nous faut plus et mieux de République, mais nous avons invité des spécialistes de l'école, des spécialistes de l'enseignement supérieur, des élus de municipalités, d'anciens sénateurs, le sénateur Gérard Delfaux, pour nous dire, pour certains, comment ils vivent ces problèmes dans leur ville. Nous allons le maire de Sarcelles. Sarcelles, c'est la ville la plus communautariste de France. Comment ils se dépatouillent avec, comment on vit, et entre ses convictions et la réalité. André Gérin, qui présidait la commission sur l'interdiction du port de la burqa en France, était également en ligne. Chacun nous éclairera, j'espère que nous aurons le temps pour pouvoir échanger, que vous puissiez échanger avec